Donc ce mois-ci, les deux choix faits sur Patreon pour des vidéos étendues étaient l'histoire de l'énigme navale que nous avons déjà faite, ou plutôt le déchiffrement de celle-ci, et aussi les chaudières navales qui, je suppose, est un sujet assez approprié pour cette période de l'année, car il fait généralement assez froid dehors, je veux dire, étant au Royaume-Uni, il fait juste très très humide, mais une chaudière vous gardera toujours au chaud, même si vous êtes au milieu de l'océan. Pour être clair, nous n'allons pas parler des moteurs d'un navire, expansion simple, double expansion, triple expansion, turbine, diesel, etc., car c'est un sujet entier pour une vidéo entièrement différente, mais nous allons parler des chaudières, la première partie de la centrale électrique du navire. Maintenant, quelle est l'utilité de la chaudière, pourriez-vous demander? Eh bien, très simplement, vous prenez le carburant du navire et vous y mettez le feu, que ce carburant soit du charbon ou de l'huile ou autre chose que vous pourriez utiliser à des époques plus récentes, et de ce feu vous obtenez de la chaleur, mais cette chaleur ne propulse pas directement le navire, donc vous devez transformer cette chaleur en quelque chose d'autre, et ce en quoi elle est transformée dans la période des chaudières navales est la vapeur. La vapeur peut ensuite être envoyée au moteur pour les propulser, et ainsi, lorsque les moteurs bougent, l'arbre de l'hélice bouge également, l'hélice bouge et donc le navire bouge, ou je suppose qu'à des époques très très anciennes, la roue à aubes, mais peu importe. Mais vous pouvez avoir tous les moteurs sophistiqués que vous voulez, mais si la vapeur n'arrive pas en quantité suffisante et à une pression suffisamment élevée, vous n'allez pas aller nulle part rapidement, et donc l'histoire des chaudières navales pourrait peut-être être brièvement résumée comme les efforts de l'humanité pour intégrer des bombes à pression de puissance destructrice de plus en plus inquiétantes dans le cœur de leurs navires dans un effort pour les faire aller plus vite. Car en fin de compte, si vous vous trompez avec votre chaudière, c'est essentiellement ce que vous avez créé, une énorme bombe à tuyaux alimentée à la vapeur. Une autre chose à clarifier ici au début est ce qu'est exactement la vapeur. En termes de chaudière navale et donc d'ingénierie marine, ce dont nous parlons est en fait ce que nous appellerions de la vapeur surchauffée. Maintenant, vous pourriez penser que la vapeur est quelque chose que vous voyez sortir du haut d'une bouilloire. Non, ce n'est pas de la vapeur au sens ingénierie. Non, ce n'est pas de la vapeur au sens ingénierie. C'est un mélange de vraie vapeur, qui est une forme gazeuse incolore de l'eau et des gouttelettes de vapeur d'eau dans l'air, et cette partie visible de ce qui est communément appelé vapeur est en fait incroyablement dangereuse pour les moteurs de navires, car contrairement à un gaz, l'eau est incompressible. Donc, si vous avez ce type visible de vapeur entre guillemets dans le piston d'un moteur à piston, alors lorsque l'arbre d'entraînement descend, il va rencontrer de l'eau liquide qui est incompressible ou presque, ce qui va causer toutes sortes de dommages horribles au moteur. Pour donner un exemple plus couramment compris, pensez à conduire votre voiture à travers une eau de crue particulièrement haute, et si les pistons du moteur de votre voiture sont inondés, cela cause beaucoup de dommages à votre voiture, à moins que votre voiture ne se court-circuite, évidemment, ce qui est plus probable de nos jours avant, que l'eau n'entre parce que, croyez-le ou non, sous assez de pression, le métal de votre moteur de voiture cédera avant l'eau. Et la même chose dans les moteurs marins et lorsque vous passez de l'expansion triple ou double ou essentiellement des moteurs à piston à des turbines, c'est encore pire parce que il y a une raison pour laquelle vous pouvez utiliser la version de vapeur la plus couramment pensée dans des choses comme les nettoyeurs à vapeur et les décapeurs à vapeur pour se débarrasser de toutes sortes de choses merveilleuses, y compris la rouille. Et c'est avant de tenir compte des choses qui pourraient être dans cette eau, divers minéraux et autres. Donc, si vous envoyez un jet de ce qui est en toute probabilité un acide doux sur un travail de métal à haute vitesse très sensible, il va manger dans cette turbine assez rapidement, et encore une fois, vous allez avoir une défaillance des turbines, et cela peut être assez spectaculaire. Donc, ce que nous examinons, c'est la capacité des chaudières à générer ce qu'on appelle de la vapeur surchauffée, qui, comme je l'ai dit, est ce gaz incroyablement chaud et transparent qui sort, disons, d'une bouilloire, si vous regardez de très près, au niveau du bec verseur. C'est pourquoi mettre votre main dans la colonne de vapeur qui s'élève de votre bouilloire à disons 2 ou 3 pieds au-dessus vous rend légèrement chaud et rend votre main légèrement humide alors que votre bouilloire est en ébullition.
Si vous mettez votre main juste au-dessus du bec verseur, et je vous en prie, ne faites pas cela. Cela conduit à la chair étant arrachée de l'os et à une douleur extrême et éventuellement à la mort, selon la puissance de votre bouilloire et bien sûr combien de temps vous laissez votre main là. Et c'est juste avec une bouilloire, hein, sans parler de quelque chose comme une chaudière navale. Donc, avec tout cela dit et fait, passons aux chaudières navales elles-mêmes. Et maintenant, la chaudière pour alimenter une machine à vapeur avait en fait traversé un certain nombre de développements technologiques avant d'arriver dans les premiers navires de guerre à être alimentés à la vapeur. Les toutes premières chaudières étaient littéralement d'énormes réservoirs métalliques rectangulaires ou cubiques remplis d'eau sous lesquels on mettait un feu. C'est bien sûr incroyablement inefficace car si vous considérez la zone où se trouve le feu, vous avez le sol. Vous avez la surface supérieure qui est le dessus de la chaudière, et vous avez 4 côtés par lesquels la chaleur peut s'échapper. Plus évidemment, le sol absorbera une certaine chaleur, donc c'est une manière très inefficace de chauffer la chaudière, et cela ne chauffe que le dessous de la chaudière. À tout moment, ce qui signifie qu'une quantité limitée d'eau dans la chaudière est chauffée. Cette eau chauffée doit évidemment ensuite passer à travers toute l'eau froide. Donc cela prend beaucoup de temps pour bouillir et utilise beaucoup de carburant et ne génère pas tant de vapeur que ça. La taille des chaudières nécessaires ainsi que la taille des moteurs à vapeur accompagnants et la quantité relativement petite de travail qui pouvait être effectué en conséquence étaient essentiellement inutiles dans les navires, et donc ces types de chaudières étaient pratiquement uniquement expérimentaux et occasionnellement vus dans les toutes premières utilisations de moteurs à vapeur comme certains travaux miniers. La prochaine étape a été le développement de la soi-disant chaudière à tube, et c'est là qu'un conduit ou effectivement un tuyau a été tiré de la boîte à feu qui était maintenant presque entièrement fermée, sauf pour une trappe à l'avant où vous mettriez plus de carburant la plupart du temps, ce serait du charbon. Et les gaz chauds de la combustion du carburant passeraient à travers un tuyau cylindrique ou conduit de diamètre assez grand qui lui-même traversait un corps d'eau qui était dans un réservoir. C'était un peu plus efficace et pouvait être rendu encore plus efficace avec l'invention de la chaudière à double conduit où le conduit se repliait sur lui-même. Donc la longueur du conduit ou du tuyau était légèrement plus du double de ce qu'elle pourrait être autrement dans une chaudière à simple conduit. En enfermant le feu, puis en faisant passer la chaleur à travers le corps de l'eau plutôt que juste sur le dessous, vous augmentez la surface totale qui est en contact avec la chaleur, ce qui améliore l'efficacité de la chaudière de manière considérable. Une autre révision de cela a été l'utilisation de métal ondulé au lieu de métal plat lors de la fabrication du conduit, ce qui a bien sûr augmenté la surface en contact avec l'eau. Mais bien que cela ait offert une certaine augmentation de la puissance et ait été bénéfique pour certaines des premières locomotives à vapeur, cela n'était toujours pas suffisamment efficace en termes de consommation de carburant ou de puissance générée pour être d'une utilité particulière à bord d'un navire de guerre. Cependant, à mesure que cette technologie avançait, la puissance de sortie et l'efficacité énergétique atteignaient un point où elles pouvaient être utiles dans certains navires à vapeur commerciaux, et c'est donc ce type de chaudière qui serait le premier à être utilisé à bord de navires à vapeur océaniques et fluviaux. Alors que la prochaine étape intermédiaire dans le développement a été lorsque les navires de guerre ont commencé à utiliser des chaudières, et c'était la chaudière multifluide. Maintenant, les conduits étaient encore assez grands et dans la plupart des cas, ils étaient rectangulaires, mais avec plusieurs conduits traversant le même réservoir d'eau. Il y avait bien sûr une surface beaucoup plus grande en contact avec l'eau provenant des multiples conduits, et la quantité d'eau dans le réservoir à un moment donné était moindre, ce qui signifiait qu'il était plus facile et plus rapide de faire bouillir cette eau et donc de créer de la vapeur. Cependant, leur efficacité était telle que les chaudières et les moteurs qui les accompagnaient devaient être assez hauts. Et cela préoccupait l'amirauté car ils ont reconnu que, comme nous l'avons dit auparavant, ils avaient effectivement invité des bombes à pression à vapeur sur leurs navires qui étaient alimentés par le feu. Aucun de ces éléments n'était particulièrement attrayant.
à bord de navires de guerre en bois, qui étaient bien sûr les premiers récipiendaires du moteur à vapeur et de ses chaudières associées, et ils réagissaient particulièrement mal à avoir des trous percés en eux par des projectiles métalliques à haute vélocité, comme par exemple des tirs de canon, et donc l'amirauté était plutôt désireuse que ces chaudières et les moteurs soient maintenus sous la ligne de flottaison autant que possible, parce que à cette époque, il était très probable qu'un boulet de canon traverse le côté d'un navire sous la ligne de flottaison. Et ainsi les chaudières seraient en sécurité, du moins jusqu'à ce que le navire commence à prendre l'eau, et que l'eau s'infiltre et qu'il y ait une énorme explosion de vapeur. Mais à ce stade, les choses étaient probablement déjà assez mauvaises de toute façon. Et en effet, même si un boulet de canon qui perçait une chaudière ne déclenchait pas une sorte d'explosion ou ne répandait pas le feu partout, il libérerait au minimum une grande quantité de vapeur d'eau très très chaude. La vapeur inondant les compartiments moteurs du navire et d'autres parties du navire avait tendance à faire des choses désagréables à l'équipage du navire, ainsi qu'à provoquer la perte de toute énergie, et bien sûr, avec votre équipe d'ingénieurs tous fraîchement ébouillantés, il ne pourrait pas faire grand-chose pour arrêter la propagation des incendies depuis la chaudière à travers le reste du navire, et donc la prochaine avancée a été très bien accueillie par l'amirauté et c'était l'invention de la chaudière à tube de fumée. Dans cette chaudière, les grands conduits rectangulaires ont été remplacés par des tubes cylindriques plus petits. Ceux-ci pouvaient être plus étroitement emballés ensemble, assurant ainsi une plus grande efficacité de transfert de chaleur, car il y en avait plus et donc plus de surface d'air en contact avec l'eau, et aussi, grâce à leur absence de coin, beaucoup moins susceptibles d'être dégradés au fil du temps par le gaz surchauffé qui était pompé à travers eux. Ils étaient également nettement plus résistants grâce à leur forme cylindrique, ce qui signifiait que vous pouviez les faire fonctionner à des pressions plus élevées. La nature plus compacte de ce type de chaudière signifiait que la hauteur de la chaudière pouvait être réduite, et ainsi les craintes de l'amirauté pouvaient être quelque peu apaisées, et donc ce genre de chaudière en boîte a été vu dans un certain nombre de cuirassés à travers de nombreuses nations pendant les années 1850 et 1860. Elle était ainsi nommée parce que, comme vous pouvez le voir, la forme ovale de la chaudière était une simple forme de boîte, avec le four en dessous envoyant ses gaz à travers les tubes, puis vers le haut à travers l'échappement jusqu'aux cheminées. Une caractéristique particulière de ce type de chaudière était deux ensembles de soupapes de sécurité. Un ensemble était assez évident. Si la vapeur atteignait une pression trop élevée, les soupapes de sécurité s'ouvriraient et libéreraient la vapeur avant que la chaudière n'explose. Mais il y avait un autre ensemble de soupapes de sécurité qui s'ouvrait vers l'intérieur sur la chaudière, et celle-ci était en place parce que, avec ce type de chaudière, une fois les feux éteints et la chaudière hors d'usage, la vapeur qui restait dans la chaudière, en particulier dans les tubes, commençait à se condenser en eau, et en occupant beaucoup moins de volume, cela créerait un vide. Sur la surface moyenne d'une chaudière navale, cela pourrait créer une pression de vide suffisante pour que l'atmosphère puisse réellement écraser les côtés de la chaudière, et donc ces soupapes de sécurité étaient conçues pour laisser entrer l'air dans la chaudière si la pression tombait trop bas. Mais à mesure que les navires devenaient plus grands à la fin des années 1850 et au début des années 1860 et que les vitesses cibles devenaient plus élevées, les moteurs avaient besoin de plus en plus de vapeur et à des pressions encore plus élevées pour se propulser assez rapidement et avec assez de puissance pour pousser ces nouveaux navires à travers l'eau. Cela signifiait que la chaudière à caisson n'était plus adaptée, car l'eau contenue dans le réservoir à caisson générait maintenant de la vapeur à une pression suffisamment élevée pour que le caisson échoue avant que la pression de vapeur nécessaire ne soit atteinte. Ainsi, les chaudières ont évolué vers un type cylindrique, car le cylindre était beaucoup plus résistant. Cela avait évidemment déjà été constaté avec les tubes à feu eux-mêmes, mais maintenant le réservoir d'eau qui générait la vapeur était également cylindrique. Cela a permis à la pression de la vapeur de passer d'environ 25 livres par pouce carré dans les années 1850 à environ 45 livres par pouce carré à la fin des années 1860. Des améliorations supplémentaires ont été apportées dans les années 1870. Cela consistait à faire passer les gaz d'échappement des feux à travers l'eau dans la chaudière 3 fois, une fois sur le dessous de la chaudière, jusqu'à la soi-disant chambre de combustion. Le long de ce chemin, il effectuerait un certain degré de préchauffage de l'eau dans la chaudière,
La chambre de combustion était l'endroit où la combustion finale du carburant aurait lieu, distincte de la chambre de combustion, et où la température commencerait vraiment à augmenter. Ensuite, les gaz de combustion passeraient à travers les différents tubes comme dans une chaudière à tube de fumée régulière. L'eau qui avait été préchauffée était donc plus proche du point d'ébullition, et donc moins d'énergie était nécessaire pour la porter à ébullition et ainsi la transformer en vapeur. Les gaz de combustion passeraient ensuite par un grand conduit final en haut de la chaudière qui préchaufferait davantage l'eau contenue dans des réservoirs de sel de chaque côté de la chaudière, tout en fournissant une surface très chaude en haut de la chaudière qui est bien sûr l'endroit où la vapeur sortait et cela aiderait à surchauffer la vapeur. La corrugation a également fait une réapparition maintenant dans les tubes de feu cylindriques qui augmentaient la résistance des tubes de feu ainsi que l'amélioration de la surface en contact avec l'eau une fois de plus. Avec ces raffinements et avancées, la pression de la chaudière avait encore augmenté, certaines chaudières étant utilisées dans les années 1880 et début 1890 à bord de petits navires comme les torpilleurs qui devaient se déplacer très rapidement, atteignant entre 120 et 180 livres par pouce carré de pression. Cependant, cela approchait les limites de ce qui pouvait être fait en mettant simplement le feu à un tas de matériaux combustibles et en dirigeant ces gaz d'échappement à travers divers tuyaux. Sur Terre, ce problème pouvait être résolu en laissant la vapeur s'échapper par la cheminée, car si vous êtes une locomotive, il y aura des châteaux d'eau le long de la route une fois que vous aurez épuisé votre eau parce que vous l'avez toute bouillie, et pour une usine ou similaire, vous pouvez toujours en produire ou vous êtes connecté à une alimentation en eau. Cependant, en mer, ironiquement, vous n'êtes pas dans cette position. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas entouré d'eau, vous l'êtes certainement. Cependant, l'eau de mer contient toutes sortes de merveilleux minéraux et l'absorption constante d'eau de mer entraînerait la formation de grandes quantités d'incrustations et de blocages dans la chaudière, ce qui entraînerait rapidement une perte d'efficacité et potentiellement aussi des problèmes comme encore des explosions. L'eau douce contient généralement légèrement moins de contaminants minéraux que l'eau de mer, mais n'est toujours pas vraiment adaptée à une utilisation à long terme dans les moteurs à vapeur. Cependant, à terre, filtrer et purifier l'eau est une chose relativement facile à faire, alors qu'en mer, installer une usine de filtration et de distillation d'eau à bord d'un navire de guerre utilise un espace précieux que vous n'avez vraiment pas. De plus, dans les toutes premières phases d'utilisation des chaudières à vapeur, avoir une usine de filtration et de distillation était également quelque chose que vous n'aviez pas, en tout cas sous une forme que vous pourriez installer dans un navire, et donc un navire à vapeur était équipé d'une certaine quantité d'eau de chaudière qui était, espérons-le, relativement propre. Maintenant, vous pourriez avoir à compléter cela avec de l'eau de mer, mais idéalement, vous vouliez conserver autant d'eau pure que possible, et c'est là que le condenseur de surface est intervenu. Le condenseur de surface n'était pas strictement une partie de la chaudière, mais il faut le mentionner pour expliquer une partie du problème auquel ils étaient confrontés. Cela prend la vapeur à la fin de son cycle, après qu'elle a alimenté les moteurs, et la condense de la vapeur en eau, qui peut ensuite être réintroduite dans les réservoirs du navire où elle peut être de nouveau bouillie et l'énergie transférée à nouveau en utilisant la même eau principalement pure. Évidemment, une certaine quantité d'eau va être perdue et avec le temps, l'eau de la chaudière pourrait être contaminée par les injections nécessaires d'eau de mer pour la compléter, mais cela a prolongé la durée de vie des chaudières de manière assez considérable et cela signifiait également que de petites installations de distillation pourraient être mises en place à bord des navires pour essayer d'éviter d'avoir à utiliser de l'eau de mer du tout, sauf en cas d'urgence. Maintenant, la raison pour laquelle cela est directement pertinent pour le développement des chaudières navales est que sans l'évacuation de la vapeur hors du système, il n'y avait pas de traction supplémentaire qui pourrait être exploitée au-delà de la convection naturelle des gaz d'échappement pour aspirer l'air dans les fours. Bien sûr, si vous aspirez de l'air dans les fours, cela signifie que plus d'oxygène circule sur le combustible pour une durée donnée, ce qui augmente le taux de combustion, ce qui augmente la température, et plus de température signifie plus de vapeur, ce qui signifie plus de pression, ce qui signifie que vous pouvez aller plus vite. La solution à cela introduite vers 1880 était le tirage forcé ou induit. Les deux sont d'un concept similaire mais différent dans l'exécution.
Avec le tirage induit alors que les gaz montent dans le conduit, un ventilateur est installé dans le conduit pour expulser les gaz. Comme de toute évidence, le ventilateur confère une énergie supplémentaire au gaz, cela crée un vide sous le conduit qui aspire plus d'air de la zone de la chambre de combustion et de la chaudière, ce qui à son tour aspire l'air plus avidement de la salle des machines. Et ainsi, avec le plus grand flux d'air, vous obtenez une plus grande combustion comme décrit précédemment, tandis qu'avec le tirage forcé, cela est effectivement fait à l'autre extrémité, dans cette zone du navire autour de la chaudière. Potentiellement jusqu'à l'ensemble de la salle des chaudières est rendue étanche, et ensuite des ventilateurs sont à nouveau utilisés pour pomper de l'air dans celle-ci. Volume qui résulte en une pression positive, puisque ce volume est étanche. Le seul endroit où cette pression positive peut aller pour s'équilibrer avec la pression de l'air extérieur est à travers la chaudière et à travers la chaudière et à travers le conduit, ce qui augmente à nouveau le flux d'air et donc augmente votre pression. Cela représentait alors à peu près l'apogée de la conception de la chaudière à tube de fumée, avec la soi-disant chaudière écossaise étant un type relativement populaire qui a été utilisé et affiné tout au long de la 3 dernières décennies du XIXe siècle. En plus d'avoir maintenant approché une limite sur la pression qui pourrait être atteinte avec la chaudière à tube de fumée, il y avait un certain nombre d'autres problèmes en cours avec ce type de conception. Parce qu'il y avait une quantité relativement grande d'eau par rapport au volume des tubes de fumée, il fallait assez de temps pour augmenter la pression de la vapeur, ce qui signifiait que les navires pouvaient prendre pas mal de temps pour atteindre une vitesse utile quelconque. Pour cette même raison, le grand volume d'eau dans la chaudière, il était très difficile de répondre rapidement à un besoin de changer la pression globale. Donc, dans une bataille, par exemple, où vous pourriez vouloir accélérer et ralentir, vous pourriez finalement atteindre votre vitesse maximale, mais pour ralentir, vous ne pourriez pas simplement atténuer légèrement les feux, vous devriez libérer une grande quantité de pression de vapeur, à quel point vous iriez plus lentement, mais il vous faudrait beaucoup plus de temps pour vous reconstruire, ce qui pourrait vous rendre tactiquement vulnérable. Ainsi, lorsque le siècle est passé du 19e au 20e, la prochaine étape de la technologie des chaudières a commencé à être déployée sur les navires de guerre. Il s'agissait de la chaudière à tube d'eau, comme pour la plupart des autres types de chaudières. Elle avait été utilisée sur Terre pendant des périodes considérables sous diverses formes avant de faire son chemin sur les navires de guerre, car généralement les besoins des navires de guerre étaient très spécifiques. Donc, en dehors de quelques circonstances, ils adoptaient généralement la technologie des chaudières un peu plus tard que leurs homologues terrestres. Dans une chaudière à tube d'eau, la majeure partie de la chaudière est maintenant occupée par les gaz de combustion chauds provenant du four, et les tubes font maintenant circuler de l'eau à travers cet environnement incroyablement chaud, transformant alors l'eau en vapeur. Comme les tubes individuels sont considérablement plus petits que le volume global de la chaudière dans son ensemble, ils peuvent être exploités à des pressions nettement plus élevées. Cependant, alors que les tubes d'une chaudière à tube de fumée sont vulnérables à l'accumulation de choses comme la suie des gaz d'échappement, les tubes d'une chaudière à tube d'eau sont beaucoup plus vulnérables à l'accumulation de dépôts minéraux et à la calcification, entre autres choses, de l'eau étant instantanément bouillie en vapeur. Et alors que la plupart des chaudières à tube de fumée pourraient être nettoyées relativement facilement en ouvrant une trappe à l'avant lorsque les feux étaient éteints, et en effectuant essentiellement un ramonage horizontal, entrer dans un système de chaudière à tube d'eau est beaucoup plus compliqué et se débarrasser de la calcification et d'autres accumulations minérales résultant de l'eau en fonctionnement est un travail considérablement plus difficile, comme le comprendra quiconque a dû nettoyer un tuyau dans une zone d'eau dure ou a perdu une bouilloire à cause du tartre. Comme il y a un volume d'eau beaucoup plus petit à chauffer pour une chaudière donnée, cela signifie que la vapeur est produite beaucoup plus rapidement et la chaudière peut réagir beaucoup plus rapidement au changement de demande, ce qui signifie que les navires peuvent monter en vapeur plus rapidement et ils peuvent aussi ralentir et accélérer plus rapidement car il est beaucoup plus facile de contrôler la température relative des tubes d'eau. Et bien que faire fonctionner une chaudière à tube d'eau avec de l'eau impure peut rendre la vie très difficile, cela vous permet de faire
faire fonctionner la chaudière avec des combustibles impurs beaucoup plus facilement, car avec un grand volume de combustion, les dépôts de cendres et autres ont tendance à s'accumuler dans des zones qui sont beaucoup plus faciles à nettoyer, ont moins d'effet sur les tubes d'eau eux-mêmes et en raison du plus grand volume prennent également beaucoup plus de temps pour affecter quoi que ce soit de l'opération de la chaudière. Ils sont cependant considérablement plus chers. Néanmoins, les chaudières à tube d'eau étaient définitivement la voie à suivre et initialement elles fonctionnaient comme vous pouvez le voir ici, avec un tambour d'eau à la base de la chaudière qui alimentait ensuite l'eau à travers les tubes jusqu'à une chambre de vapeur de travail avec une superchauffe attachée à un côté. Tout cela était bien et bon, sauf qu'avec l'introduction des moteurs à turbine, le besoin de toujours plus de vapeur et de pression toujours plus élevée augmentait de plus en plus et donc le développement de la chaudière à 3 tambours progressait rapidement. Cela a pris diverses formes dans diverses marines avec divers fabricants ayant leur propre vision particulière, mais comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, ils ont tous généralement suivi la même disposition et cela avait 2 tambours d'alimentation en eau, un de chaque côté à la base et ceux-ci conduiraient des tuyaux vers une seule chambre en haut. Cela a bien sûr augmenté la quantité de vapeur qui pouvait être générée dans une chaudière donnée sans augmenter l'empreinte. Tout cela n'est peut-être pas aussi efficace que certains autres designs, mais d'autres conceptions de l'eau à la chaudière qui sont plus efficaces prennent beaucoup plus d'espace. Et comme nous l'avons dit, l'espace est précieux à bord d'un navire. C'était en partie le développement de ces chaudières qui a permis aux navires d'augmenter considérablement leur vitesse. En utilisant les cuirassés comme exemple, avec les anciennes chaudières à tubes de fumée, on pouvait généralement s'attendre à atteindre 14 à 16 nœuds avec les nouvelles chaudières à tubes d'eau. La vitesse moyenne d'un navire de guerre est passée à environ 18 nœuds, et une fois que vous introduisez les turbines dans l'équation, pour prendre un avantage supplémentaire, de la vapeur surchauffée qui était générée, la vitesse moyenne des cuirassés a encore augmenté pour atteindre 21 nœuds, certains d'entre eux étant capables d'atteindre des vitesses légèrement supérieures, jusqu'à 23 nœuds. La technologie des chaudières navales a ensuite quelque peu stagné pendant un certain temps, pendant les années 1900-1910 et dans certains cas jusqu'aux années 1920, car les raffinements apportés à ce type de disposition de chaudière étaient une sorte de bricolage avec un design établi, et le principal changement en termes de puissance générée est venu de l'introduction du combustible à base d'huile à la place du charbon. C'est parce qu'une quantité donnée d'huile peut générer plus d'énergie qu'une quantité donnée de charbon, car c'est une substance plus volatile, et ce taux de combustion peut être augmenté non seulement par l'utilisation d'un tirage forcé ou induit, mais aussi en la pulvérisant, ce qui crée une brume d'aérosol de carburant, qui a évidemment une surface de contact beaucoup plus grande avec l'air, ce qui accélère la vitesse de la combustion. Et donc en utilisant ces avancées, il était possible de commencer à pousser les navires de guerre jusqu'à 25 nœuds, ou même plus si vous êtes prêt à ajouter beaucoup de chaudières et de moteurs supplémentaires, ce qui permet des choses comme la classe Queen Elizabeth et les divers croiseurs de bataille de la Première Guerre mondiale. Cependant, comme indiqué précédemment, les tubes dans une chaudière à tube d'eau à ce stade étaient légèrement plus grands qu'ils ne pourraient strictement l'être, en partie à cause des problèmes d'eau d'alimentation. Et en partie à cause des problèmes technologiques, il était possible d'augmenter la pression et donc la puissance des chaudières en utilisant des tubes plus petits, mais cela comportait plusieurs risques. Évidemment, une mauvaise alimentation en eau pourrait bloquer un petit tube beaucoup plus rapidement qu'elle ne pourrait bloquer un tube plus grand. Les tubes eux-mêmes seraient plus vulnérables aux dommages causés par la chaleur car il y aurait beaucoup moins d'eau en eux, ce qui signifie que les tubes eux-mêmes deviendraient beaucoup plus chauds. C'était bien sûr brillant pour générer de la vapeur, mais comme la plupart d'entre vous le savent, une fois que vous commencez à chauffer le métal à une température significativement élevée, il commence à présenter des propriétés plutôt indésirables comme la ductilité. Et la dernière chose que vous voulez, c'est un tuyau ductile rempli de vapeur sous haute pression. Néanmoins, le changement était en marche et au cours des années 1910 et 1920 et jusqu'aux années 1930, les soi-disant petites chaudières à tubes ont commencé à être de plus en plus utilisées. L'une des plus grandes attractions de la petite chaudière à tube pour les Marines de l'époque
était qu'elle permettait de générer beaucoup plus de puissance tout en utilisant des quantités nettement plus petites du volume global du navire. Et avec moins de chaudière, il y avait moins de poids utilisé, ce qui signifiait que le poids pouvait être détourné à d'autres fins sur les navires qui étaient en cours de réaménagement, ce qui, pendant les années 1920 et 1930, avec beaucoup de navires de l'époque de la Première Guerre mondiale encore en service, était une caractéristique très très importante. Cela pourrait permettre un certain nombre de choses. Vous pourriez maintenir la même quantité de puissance en utilisant nettement moins de chaudière et ainsi garder la même vitesse, mais détourner ce poids supplémentaire économisé dans d'autres choses, rendant votre navire plus lourdement armé, plus lourdement blindé, etc., comme avec le Her Majesty's Ship Warspite. Par exemple, lorsqu'elle a été lancée, elle utilisait 24 chaudières pour générer 75 000 chevaux vapeur, alors qu'après sa rénovation, elle a généré presque autant de chevaux vapeur avec un total de 6 chaudières. Cela a permis l'installation de toutes sortes de nouveaux équipements et l'ajout d'importantes quantités de blindage supplémentaires sur ces ponts. Presque à l'autre bout des choses se trouvait la classe Congo, qui, lors de son lancement, utilisait 36 chaudières pour générer 64 000 chevaux vapeur, permettant une vitesse maximale entre 27 et 28 nœuds. Lors de leur réaménagement, ils ont eu un peu plus de chaudières installées, un total de 11 chaudières, mais celles-ci généraient une stupéfiante puissance de 136 000 chevaux vapeur, soit à peine un tiers de chaudière en plus, mais générant 2 fois plus de puissance. Comme il y avait encore moins de chaudières utilisées, cela a permis d'augmenter considérablement la vitesse jusqu'à presque 31 nœuds, tout en permettant d'améliorer l'armure du pont, ainsi que diverses autres améliorations des superstructures du navire. De même, les Italiens ont réussi à faire passer la classe Comte di Cavour, y compris le Giulio Cesare, de 21,5 nœuds en utilisant 24 chaudières à 31 000 chevaux vapeur à 27 nœuds en utilisant seulement 8 chaudières générant 75 000 chevaux vapeur, bien qu'ils aient dû abandonner une tourelle de canon principale pour ce faire. Bien que cela n'ait jamais été fait, pour des raisons évidentes, la rénovation prévue pour le Her Majesty's Ship Hood aurait également remplacé ces 24 chaudières de style ancien, générant 144 000 chevaux vapeur par des unités beaucoup plus modernes, qui prendraient beaucoup moins de place tout en générant légèrement plus de chevaux vapeur, ce qui la maintiendrait à sa vitesse de conception d'environ 32 nœuds, tout en permettant des améliorations significatives de sa protection, ainsi que bien sûr du radar et de nouveaux systèmes de contrôle de tir. Comme nous l'avons discuté dans un doc sec en comparant la centrale électrique de Megami et celle de Hoods, qui avait une puissance comparable malgré le fait que celle de Megami était nettement plus petite, illustrant ainsi les avantages des chaudières plus modernes, un remplacement direct des anciennes chaudières par des nouvelles aurait abouti à des navires qui iraient ridiculement vite, probablement même beaucoup trop vite pour la conception de leur coque. Et c'est cette prolifération de petites chaudières à tubes qui a été le principal changement entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes presque à la fin de cette histoire très abrégée des chaudières navales, car les turbines à gaz, les moteurs diesel et l'énergie nucléaire prédomineraient assez significativement après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à l'ère moderne. Cependant, il restait une dernière avancée à réaliser dans le domaine de la technologie des chaudières navales. Vous aviez maintenant la petite chaudière à tube, mais il était théoriquement possible de les amener à des pressions encore plus élevées. Le problème avec cela était qu'il fallait avoir un contrôle très précis sur les chaudières elles-mêmes, ainsi que de les faire construire avec des tolérances de fabrication extrêmement précises, car si vous ne le faisiez pas, vous finiriez avec des chaudières cassées et un navire en panne. Il y avait deux marines qui ont vraiment pris les devants dans ce domaine des chaudières à petits tubes d'eau à haute pression, et c'était la Kriegsmarine allemande et la marine américaine. L'avantage, bien sûr, était que par rapport à même les chaudières à petits tubes d'eau normales, vous pouviez obtenir une puissance de sortie nettement plus élevée, ce qui a conduit à des espaces de machinerie encore plus petits ou à une vitesse plus élevée pour le même espace de machinerie.
Dans cette entreprise, la marine américaine a eu un peu plus de succès à long terme que les Allemands. Bien que la Kriegsmarine ait initialement pris les devants dans le déploiement de machines à haute pression, elles avaient tendance à nécessiter beaucoup d'entretien et étaient très délicates à maintenir en fonctionnement. Sans un équipage très expérimenté et bien formé qui connaissait exactement toutes les particularités de cette centrale électrique, un navire pouvait tomber en panne de manière plutôt spectaculaire assez rapidement, comme l'a effectivement fait le prince Eugène une fois qu'il a été temporairement intégré au service de la marine américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les premières tentatives américaines ont rencontré beaucoup moins de succès que les premières tentatives allemandes, elles ont pris cela comme une motivation pour vraiment bien faire les choses et donc, lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé à battre son plein, de nombreux navires américains possédaient des chaudières à tubes d'eau à haute pression très efficaces et très fiables, ce qui leur permettait de fonctionner, comme nous l'avons dit, avec une puissance de sortie nettement supérieure pour une surface donnée de salle des machines. En partie grâce à leur propre développement et en partie, dans certains cas, en adoptant la technologie américaine, d'autres marines rattraperaient leur retard tôt ou tard, mais avec d'autres marines fonctionnant généralement à 400 à 500 livres par pouce carré, le fait que les centrales de la marine américaine pouvaient fonctionner de manière fiable à 600 livres par pouce carré leur offrait un certain nombre d'avantages qui ne seraient réalisés dans le reste des marines du globe que dans la fin des années 40. Et donc cela nous amène à la fin de ce très bref aperçu d'environ une demi-heure sur l'histoire des chaudières navales. Il y a, bien sûr, comme pour le développement de l'armure navale, une quantité fantastiquement plus grande de détails sur ce sujet, mais je pensais que c'est probablement le plus compact que je pourrais le rendre, couvrant les principaux points forts du développement de la technologie des chaudières navales sans entrer dans des détails extrêmement précis en termes d'ingénierie marine. Mais si vous souhaitez en savoir plus en détail, je peux vous suggérer deux livres. L'un est Une brève histoire de l'ingénierie navale et marine par Edgar C. Smith. Il a été publié en 1938. Il ne couvre donc pas les dernières avancées en matière de machinerie à haute pression qui ont eu lieu dans la période précédente et pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il donne un assez bon aperçu de l'histoire et du développement de la technologie des chaudières navales jusqu'à ce point. Et l'autre est le livre assez imaginativement intitulé Chaudières navales par Robert F. Latham, qui a publié cela pour le département d'ingénierie marine de l'Académie navale des États-Unis en 1956, et donc cela couvre cette dernière période. Ces deux ouvrages sont disponibles dans la plupart des bonnes librairies en ligne et j'espère que cela vous donnera un peu plus d'aperçu sur le matériel que j'ai dû réduire pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche.